C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Comment trouver une solution au problème de chômage et de sous-emploi pour la jeunesse africaine, au sein de laquelle de nombreux jeunes tentent l'aventure de la Méditerranée au péril de leur vie? Investir dans l'éducation et la formation pour une meilleure insertion des jeunes peut-il constituer une des solutions à cette question? Les réponses dans cet entretien, nous avons le plaisir de recevoir Dr Kei Frank Donald. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes enseignant-chercheur, sociologue des migrations et des relations interculturelles à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes aussi ancien secrétaire général de la communauté ivoirienne qui vivait en Libye. Alors il y a une question qui est importante qui revient sur les sujets de migration. Beaucoup de personnes portent la nationalité ivoirienne et c'est un sujet parfois à débat. Récemment on parlait de 14 000 migrants qui se sont donc retrouvés qui portaient la nationalité ivoirienne. Comment on explique cela? Oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer, mais il faut savoir d'abord, dans l'introduction, il faut mettre en avant le fait que la question de la nationalité est quand même sensible en Côte d'Ivoire, vous voyez un peu. Et cette sensibilité-là va plus ou moins profiter aussi à certains migrants qui maîtrisent plus ou moins la question et d'en profiter. Et ça, c'est le premier point. Deuxième aspect, on a l'aspect où on a l'affirmation des fragilités de certains pays qui sont mis en avant par les Nations Unies, c'est-à-dire les pays en guerre qui peuvent bénéficier plus ou moins des droits d'asile et tout ça. Et lorsqu'on est dans ce genre de contexte historique, les migrants aussi calibrent aussi les nationalités en fonction. Vous voyez un peu. Et donc, les différents facteurs, par exemple, qui peuvent expliquer l'endossement de la nationalité ivoirienne, parce qu'il ne faut pas occulter aussi le fait qu'il y a des Ivoiriens, il y a aussi des Ivoiriens, voilà. Mais il y a aussi des non-Ivoiriens qui profitent de cette situation-là. Le premier facteur, on a la reconnaissance symbolique, c'est-à-dire le fait qu'on a des migrants de la sous-région qui transitent par la Côte d'Ivoire et qui se reconstruisent économiquement. Et donc, cette reconstruction apparaît comme une forme de reconnaissance qui devient symbolique. Et donc, il porte la nationalité en migration. Le deuxième point, il faut savoir qu'un migrant ivoirien en migration est perçu comme un anti en mobilité. Je m'explique. C'est-à-dire que, surtout pendant la période de la crise migratoire en 2015, les Ivoiriens qui transitaient par le Niger, surtout à Niamey et à Agadez, ils avaient cette facilité de pouvoir décaisser des énormes sommes d'argent dans les caisses de transfert d'argent, vous voyez un peu. Et donc, cette pratique-là faisait des personnes nantis, parce que les autres migrants n'avaient pas cette capacité de pouvoir faire sortir les 1,5 million, 2 millions en pleine mobilité. Et donc, ça fait qu'on perçoit le migrant ivoirien comme un anti en mobilité. Le troisième facteur, on a le facteur de ce que j'ai appelé la solidarité trans-ethno-culturelle. C'est quoi la solidarité trans-ethno-culturelle? C'est le fait que au niveau du Maghreb, on a les associations ivoiriennes qui rentrent en compétition pour des positionnements politiques ou pour des reconnaissances communautaires, vous voyez un peu. Et donc, rentrer en compétition signifie le fait de pouvoir plus ou moins mobiliser des ressources humaines. Les ressources humaines aussi signifient aussi mobiliser des individus. Donc, on a des présidents d'associations qui vont mobiliser des individus qui ont des liens ethniques, mais qui ne sont pas des Ivoiriens. Et donc, ces individus, plus ou moins, vont endosser cette nationalité et traverser avec. Et passer une déclaration, arriver à Lampedusa, c'est dit Ivoirien. Vous voyez. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'aventure et qui disent estimer, chercher mieux, qui vont chercher un travail plus réluisant que ce qu'ils avaient, ou ils sont sans emploi, ils vont chercher du travail. Alors, comment est-ce que, selon vous, l'éducation, la formation, le renforcement des capacités peut à la fois occuper les jeunes, mais leur permettre de vivre décemment et les décourager de toute aventure périleuse? Je pense que la plupart des économistes sont d'accord sur le principe qu'on a un déphasage entre, c'est-à-dire les personnes formées et
Vous voyez un peu. Et donc, je pense qu'actuellement, le gouvernement travaille dessus, le fait de pouvoir orienter les individus dans des formations qualifiantes qui permettent de pouvoir avoir du boulot. Et je pense que c'est quand même une bonne solution parce que les personnes qui sont formées et qui n'arrivent pas à trouver du boulot, dans la mesure où voilà, ils n'ont pas d'emploi, migrent aussi. Vous voyez un peu. Et donc, je pense que l'éducation est quand même intéressante. C'est vraiment un facteur qui permet aux individus de pouvoir, voilà, de pouvoir rester sur place. Mais en même temps, il faut savoir que l'éducation aussi mobilise aussi à la migration parce que les personnes éduquées vont plus ou moins se pencher sur cette perception du modèle du bonheur occidental. Mais en suivant en principe le bon chemin. Oui, en suivant le bon chemin, effectivement. Donc là c'est pas le problème. Voilà. Nous sommes en train de décourager tous ceux qui vont prendre l'aventure de façon irrégulière et qui vont subir toutes les conséquences. Oui, effectivement. Donc vous voyez un peu, on peut prendre l'exemple des différents pays. On a quand même le Cap-Vert où la plupart de ces individus formés vont à l'aventure. Ils sont éduqués et donc ils vont. Vous voyez un peu. Donc l'éducation aussi par derrière aussi peut conduire à la migration, mais de façon régulière. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. L'éducation, lorsqu'elle est valorisée par l'État, c'est-à-dire lorsqu'elle permet à l'individu de pouvoir bénéficier de l'éducation qu'elle a fait, peut permettre à l'individu de rester sur place. D'accord, il y a beaucoup de jeunes déscolarisés, des jeunes qui sont désœuvrés, à qui l'État ivoirien offre l'école de la seconde chance, avec plusieurs formations dans les domaines tels que la plomberie, la menuiserie. Est-ce que vous pensez que ces initiatives-là sont très louables et ont empêché aussi parfois beaucoup de choses? Quand je parle de beaucoup de choses, je fais allusion à cette envie d'aller chercher le bonheur ailleurs. Oui, effectivement, si les jeunes sont occupés, effectivement, ils vont rester sur place et s'ils sont valorisés aussi, si leur métier aussi est valorisé, parce qu'il y a une chose, c'est de faire le métier, une autre chose, c'est de valoriser le métier qu'on fait. Parce que lorsque le métier n'est pas valorisé, voilà, l'individu peut se décourager. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative, effectivement, une très très bonne initiative qu'on encourage en fait. D'accord. Est-ce que pour vous qui avez vécu 5 ans et plus en Libye, est-ce que vous témoignez que les conditions sont vraiment meilleures que celles des différents pays? Est-ce que cela demande véritablement que quelqu'un quitte son pays pour y aller? Oui, il faut savoir que la perception des choses est quand même relative, mais la Côte d'Ivoire quand même propose des opportunités, vous voyez un peu. Mais la Libye, pour les migrants, vous allez voir que la Libye va offrir des opportunités d'emploi, aussi des conditions sociales, et puis le niveau de vie aussi est bas. Vous voyez un peu. Et aussi les migrants aussi vont plus ou moins domestiquer le risque migratoire. Vous voyez un peu. Et donc en domestiquant ce risque-là, lorsqu'ils reviennent au pays, qu'ils n'arrivent pas plus ou moins à s'adapter aux risques locaux, immédiatement ils rentrent dans une forme de radicalité, ils repartent là où ils sont quittés. Et là, ils ont cette force-là même de pouvoir traverser la Méditerranée parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien au pays. D'accord. Selon vous, sur quoi est-ce que nos politiques doivent travailler pour copier les bons modèles? Si vous estimez que c'est quelque chose qui est valorisant et qui peut maintenir les jeunes, qu'est-ce que ces gouvernants-là pourraient copier? Sur le volet social, comment maintenir les jeunes, comment les encourager, le soutien à l'emploi, à l'insertion, etc., etc. Je pense que l'État doit mettre en place ce que j'appelais un New Deal rural. Donc un New Deal rural, c'est-à-dire une politique à l'américaine, comme ce que le gouvernement américain a mis dans les années 30, je pense, le New Deal qui permettait de pouvoir plus ou moins mettre les routes dans tous les États-Unis afin de pouvoir amortir la crise économique aux États-Unis. Mais ici, c'est le fait de pouvoir se projeter dans le monde rural, donc valoriser l'agriculture et toutes ces opportunités-là, la financer. Et il faut que les individus soient aussi bancarisés. Et ça aussi, c'est un problème aussi au niveau des banques aussi. Ouais, et puis le taux d'intérêt aussi doit descendre pour que les individus aussi puissent avoir confiance aux institutions et rester. Et c'est aussi ça. Lorsqu'un individu quitte son pays et qu'il va dans un autre pays, qu'il sent qu'il peut être bancarisé, il peut avoir un compte bancaire facilement, et du coup, vous voyez un peu, ça crée, c'est-à-dire un écart entre ce qu'il a vu là-bas et ce qu'il voit ici. Et donc, ça fait que les individus sont obligés de rester chez eux là-bas. Voilà. D'accord. La dernière question, quand vous regardez la Côte d'Ivoire avec tous les programmes qui sont mis en place, le PS-Gouv, vous voyez un peu les actions qui sont menées pour la jeunesse, l'année dédiée à la jeunesse, la réinsertion, la remobilisation, tout ça. Comment est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire pour les jeunes dans les 5 prochaines années?
Oui, je pense que toutes ces politiques quand même vont dans le même sens, le fait de pouvoir occuper la jeunesse à pouvoir se repositionner dans le champ social. Effectivement, je pense que c'est quand même des bonnes initiatives qui vont plus ou moins autonomiser les individus et plus ou moins les caser parce qu'il faut savoir que dans la sous-région, la Côte d'Ivoire quand même a du potentiel économique et avec la croissance économique qui a été produite par le travail du gouvernement, je pense que quand même on espère que dans l'avenir ça Il y a de très bonnes perspectives. Oui, effectivement, ça ira, ça ira. Merci Dr Kei Frank Donald, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Vous êtes sociologue des migrations et des relations interculturelles. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.